parle. Donc, je travaille pour Grand Angle, une maison d'édition de bande dessinée la maison d'édition qui a l'honneur de publier cet album. Et aujourd'hui, vous allez assister à une conférence animée par Alicia Jaraba, qui est la dessinatrice et scénariste de l'histoire, qui s'est documentée longuement sur la Malinche, celle qui parle. Donc elle va vous raconter tout son itinéraire et elle échangera avec vous et avec l'historienne Carmen Berland. Donc n'hésitez pas, prenez des notes pendant leur présentation et posez-leur des questions à la fin. Il y aura un instant d'échange avec elle. Donc moi je vais me mettre dans un petit coin et je vais les laisser commencer à vous présenter l'histoire de la Malinche. Alors bonjour à tout le monde, merci d'être ici. Tout d'abord, je suis espagnole, donc j'espère ne pas faire trop d'erreurs en français et surtout me faire comprendre. Et voilà Carmen Berland, super historienne, qui va aussi parler sur cette figure historique féminine si intéressante avec moi et qui va un peu m'aider, surtout s'il y a des questions très techniques, c'est plutôt à elle qu'il faut les poser. Alors, moi je ne sais pas s'il y a des gens qui parlent espagnol ici ou qui ont des origines. Ok, je vois que oui. Bon, tout de même, ok, super. Ok. Et qui ont des origines mexicaines peut-être? Mexicaines? Ah, super. Ok. Cool. Alors, bon, déjà, on va commencer par présenter un peu le personnage, mais je pense que Carmen voulait commenter quelque chose sur la BD, je ne sais pas si maintenant... Mais non, je crois que sur les images? Vous allez passer les images là tout de suite. Peut-être que quand il n'y aura pas d'image... Oui, ok. Oui, je pense, non? Parce que moi, je vais dire 2 mots sur toi, sur ton travail et les images. D'accord. Alors, il faudrait quand même que les gens voient quelque chose. Ah oui, oui, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de... Non, mais oui, c'est ça, c'est 3 petites choses comme ça pour ajouter mon étonnement et mon admiration pour ce que tu as fait. Voilà. On le fait après alors? Ou... Fabrice dira. Oui, je vous répartirai pas. D'accord. Bon alors, la Malinche, je pense que la plupart des gens qui est ici, vous la connaissez peut-être, mais je laisse plutôt Carmen faire une petite introduction, si vous voulez. Oui. Eh bien, la Malinche, qui s'appelait Malintzin, est un personnage... Oh, pardon, oui. C'est bon. Est un personnage clé de la conquête, parce que c'était une femme d'une très grande intelligence, il faut dire, qui a compris, elle était prisonnière de marchands Jean Posteca, qui était du côté du Yucatan, vous voyez, où est le Yucatan, enfin la baie. Et elle était promue, probablement, à un sacrifice humain, parce que ça, c'était la pratique. Et c'était une descendante, una señora, comme on dit, une dame. Et elle, grâce à son intelligence linguistique, et puis on dira d'autres choses, mais ça, on ne va pas parler longtemps dans l'introduction, elle arrive à être une interprète. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'interprètes dans tout le continent américain, des gens très intelligents, mais des femmes, non. Sans doute, il y en a eu, mais inconnues. Et donc, elle avait une capacité linguistique remarquable. Et Cortés, finalement, il a eu un enfant avec elle, Martín Cortés, qui a été très important aussi. Bon, on le laisse tomber. Non, on le laisse tomber. Et elle a été considérée par la suite comme une femme très néfaste par le Mexique au moment de la révolution, de l'indépendance.
Et on l'appelait même, bon, des personnages qui sont quand même très importants dans l'histoire culturelle mexicaine, la chingada ou la putain en fait, pour le dire. Et donc, je suis très contente de cette bande dessinée, je n'en dirai pas plus, on va le dire ensuite, après, dans la discussion, que pour ma part, je trouve que c'est une critique vis-à-vis d'elle totalement injuste. D'abord parce que le Mexique n'existait pas en tant qu'entité nationale. Alors, les Mexicas, pour elle, c'était quand même des gens très dangereux et des ennemis, et qu'elle était promue quand même à la mort. Alors, elle a trouvé le bien. Et ça, il faut le trouver. Je ne sais pas si dans des circonstances pareilles, on aurait fait la même chose qu'elle pour avoir ce talent. Et donc, pour moi, c'est pas parce qu'elle a couché avec Cortés qu'elle est mauvaise. Je dirais elle est bonne pour son intelligence. Ça, il faut l'admettre. Et peut-être que, justement, puisque c'est une critique à une femme, que cette critique se retourne contre les gens. Les hommes considèrent que si c'est une femme comme ça, elle est de mauvaise vie. Elle a sauvé sa vie. Et ça, on va en laisser un peu, on oui, va voilà, essayer d'en découvrir un peu plus son voilà, histoire. c'est ça, voilà, c'est fini. Pas de spoiler. Il faudrait couper le micro parce que les deux sont incompatibles. Ah bon, alors voilà. Non, Ok. mais celui-là, Alors maintenant c'est bon? Fabrice. il était éteint tout à l'heure. Ah. C'était lancé, en fait. Bon, vous faites un petit signe comme ça s'il faut. Oui, Moi, je vais s'il pas vous plaît. parler, là, non, je l'éteins. Ok. Alors, bon, pour raconter un peu de façon plus ordonnée, c'est vrai que on ne connaît pas vraiment la vraie biographie de la Malinche. On connaît surtout le moment où elle était avec les Espagnols. Et ça, quand même, on ne le connaît qu'à partir des chronistes espagnols qui n'avaient pas forcément l'intention de raconter toute la vérité sur elle, ou bon, qui avaient leur propre intention lorsqu'ils ont écrit les chroniques. Mais bon, les historiens, pas tous les historiens sont d'accord, mais normalement, avant d'arriver à devenir la Malinche, elle était née dans une famille noble, comme Carmen a dit. Donc, elle était probablement même éduquée pour devenir quelqu'un qui devait parler pour son peuple, quelqu'un qui allait être important dans son village. Et la parole c'était déjà important pour elle, donc c'est pour ça qu'elle a appris pas que sa langue maternelle, qui était sûrement une langue popoluca, mais aussi la langue nahuatl, qui était la langue politique et véhiculaire de l'Empire mexicain, que à ce moment-là était plutôt quelqu'un qui avait déjà conquis beaucoup de territoire, même son village à elle. Et donc après ça, elle a été, on peut dire, trahie par sa famille parce qu'elle a été vendue comme esclave, mais on ne sait pas exactement les circonstances, mais c'était sûrement avec l'accord de sa famille au moins, aux Mayas. Donc elle est passée aux côtés de Yucatan et elle est venue dans un monde où elle ne connaissait pas la langue parce que ce n'était pas sa langue à elle. Donc elle a dû apprendre la langue maya et déjà elle connaissait alors 3 langues pour commencer. Et après ça, elle est devenue esclave chez les Mayas pendant quelques années. Et après, elle a été offerte par un cacique maya aux Espagnols comme butin de guerre avec 19 autres femmes. Donc là, il y a Hernán Cortés qui l'a repéré parce qu'en fait, il avait besoin de quelqu'un qui parlait nahuatl pour aller vers Tenochtitlan, la capitale de l'Empire mexicain. Et donc c'est pour ça qu'il l'a repéré et c'est pour ça qu'il est devenu interprète. Donc ce que je voulais raconter, moi, ce n'était pas l'histoire de la conquête ni l'histoire d'Hernán Cortés, c'était surtout un peu de parler d'elle et de parler de comment elle, on peut dire, a réussi à s'affranchir grâce à sa connaissance des langues. Mais je vais parler de ça après. Alors,
Pour la petite biographie, voilà. Je pense que ça y est. Oui, je pense que pour la biographie, ça irait. On est 15, parfait. Ok, alors, là, pour continuer avec cette conférence, je voulais parler de pourquoi est-ce que j'ai choisi de parler de la Malinche. Alors, bon, déjà, j'avais acheté le roman Malinche, le tout premier, en haut à gauche, de Jane Lewis Brown. C'est un roman de la fin des années 70. Donc, c'est écrit par une américaine, par une écrivaine américaine des États-Unis. Et donc, la Malinche que j'ai trouvée là, j'ai découvert le personnage et c'était super parce que j'étais en voyage au Costa Rica, toute seule, il y avait des palmiers, et des singes qui criaient, c'était très tropical, c'était l'endroit parfait pour découvrir le personnage. Je suis tombée amoureuse direct, mais c'est vrai que ce roman-là présente une Malinche un peu trop romantisée. Elle était à fond avec les Espagnols, elle était hyper amoureuse d'Hernán Cortés, elle n'avait pas en fait, on va dire, ses propres buts à elle, ses propres peurs, ses propres doutes. D'après ce roman-là, elle aurait toujours été à fond avec Cortés. Merci. Alors, j'avais beaucoup aimé le personnage, mais en même temps, je m'étais posé la question, qui est ce personnage? J'ai commencé à me documenter, j'ai lu La India de Cortés, l'Indienne de Cortés, de Carola Chache, c'est une écrivaine française en plus. Et j'ai retrouvé une autre Malinche différente. Là, elle était plutôt quelqu'un de méchant, un peu de trop humaine, un peu le plus obscur de l'âme humaine. Je l'avais trouvé trop humaine, ce personnage-là, alors que l'autre était un peu trop Disney, c'était un peu bizarre. Donc après j'ai lu le Malinche de Laura Esquivel, une écrivaine cubaine, je crois. Et donc aussi, je n'étais pas très convaincue, c'était aussi un peu un personnage très rebelle et aussi un peu oui, un peu méchant si on veut. Mais bon, de toute façon, c'était très intéressant. J'ai beaucoup lu sur elle, j'ai commencé à me documenter parce que j'avais déjà dans la tête l'idée de faire une BD sur elle. Parce que bon, moi aussi, je suis linguiste, bon, pas linguiste comme ça, mais j'ai étudié les langues, j'ai étudié le français et je parle quand même quelques langues. Et alors, j'avais fait l'interprète parfois, surtout entre mes collègues auteurs espagnols et les éditeurs français, pour les faire publier des DVD. Voilà, un collègue auteur espagnol. Et donc, j'avais vu comment c'était difficile de faire que deux personnes se comprennent et de faire passer pas seulement la langue, mais aussi vraiment ce que la personne voulait dire. De le faire passer à quelqu'un d'autre qui n'avait ni le même statut, ni la même culture, ni la même langue. Donc pour moi c'était difficile, mais pour elle je ne vais pas imaginer, parce que c'était quelque chose de très différent. Donc bon, après il y a des séries, il y a la série Malinche de Canal 11, elle est mexicaine, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Elle est sur YouTube, donc si vous parlez espagnol vous pouvez le voir gratuitement, c'est 4 chapitres et c'est super. J'ai beaucoup aimé. Et puis après, il y a la série en bas, Hernán, qui est sur Amazon Prime. Ok, alors Hernán, ça parle bien sûr sur Hernán Cortés. Mais c'est un peu... Bon, la Malinche dans cette série-là est un peu comme le personnage qui est à côté de Cortés. Elle n'a pas sa propre histoire non plus. Donc... là, j'ai trouvé une Malinche trop fidèle, on va dire, et dans Malintzin, l'autre, j'ai trouvé une Malinche trop rebelle, qui avait même essayé de s'échapper des Espagnols et tout, alors que bon, moi je continue à me poser des questions, mais sur elle, sur pourquoi, sur comment et tout. Et bon, pour finir, j'avais regardé le documentaire Malintzin, la historia d'un énigme, c'est très intéressant, vraiment ça parle sur elle, Alors, bon, surtout je m'étais intéressée à elle parce que déjà je suis linguiste, je connais les difficultés de l'interprétation linguistique,
mais aussi parce que je suis femme et que de trouver un personnage historique féminin à cette époque-là, et en plus indigène, dans un monde masculin, pour moi c'était très 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 intéressant. Donc voilà pourquoi. Alors, après m'avoir un peu renseigné sur les personnages et avoir vu des fictions où je trouvais ce personnage, et après avoir découvert un peu la dualité de ces personnages, parce que même au Mexique, vous le savez sûrement mieux que moi, mais je pense qu'elle est aperçue par certains comme la mère du Mexique moderne, et par certains d'autres comme la chingada, quelqu'un qui a trahi son peuple. Donc c'est un personnage très complexe, très très complexe, et je le sais. Et aussi dans toutes les fictions que j'avais trouvées sur elle, j'avais vu la complexité, la dualité. Donc je voulais essayer de la comprendre sans besoin de rentrer dans le plus obscur de l'âme humaine comme Carol Achach ou Laura Esquivel l'avaient fait, mais sans pas tomber aussi sur l'univers Disney qui était un peu trop romantisé pour moi, que j'avais trouvé dans le premier roman que j'avais lu. Donc pas l'amour hyper passionné, mais pas non plus d'être une rebelle. Voilà. Ok, je pense que pour cette partie-là, c'est bon. Et on va passer à parler de quelque chose qui est très important pour structurer ce récit et probablement son histoire, qui est la langue. Parce que bien sûr, voilà, la langue est quelque chose de très important si on veut parler de la Malinche. Et je voulais parler de la Malinche, pas de Hernán Cortés, pas de la Conquista, je voulais parler de la Malinche. Donc les langues, c'est quelque chose de très important. J'étais fascinée par elle parce que la langue était son super pouvoir à elle. C'était ce qui l'a fait réussir, s'affranchir de son statut d'esclave. Donc, oui, lorsque j'ai commencé à écrire, je ne savais pas trop comment envisager le personnage et tout. Et il y a heureusement Victor qui m'a un peu aidé parce que lui aussi il écrit des scénarios. Et il m'a dit il faut que tu trouves la Malinche que tu as en toi. Et donc pour moi aussi les langues c'est quelque chose d'important. Donc bien sûr il fallait l'utiliser pour le structurer. Donc bon, je vous montre très rapidement des interchapitres qui ont voilà, la langue comme un fil conducteur un peu. Donc voilà, il y a quelques mots pour chaque langue, il y a quelques mots que j'ai trouvés sur des dictionnaires et tout. Parce que malheureusement, je ne connais pas des gens qui parlent nahuatl ou qui parlent le maya chontal. Et donc, les mots-clés un peu pour chaque chapitre et pour chaque langue. Donc voilà, c'est juste le chapitre. Bien sûr, il va y avoir un moment où le personnage ne va pas aller bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'elle se tait, qu'elle ne parle plus pendant quelques temps. Voilà. Vous allez voir. Et bon. Je ne sais pas si vous vouliez commenter quelque chose sur la langue. Oui, je voulais commenter justement ces dessins parce que quand j'ai pu voir cette bande dessinée sur Internet, grâce à Alice et aux éditions, j'ai été vraiment séduite parce qu'il faut penser à ça. C'est simple. Et en même temps, c'est génial, parce qu'on comprend très vite, et il y a les mouvements de la bouche pour les différentes langues, et donc je trouve que ça, c'est une trouvaille, et je ne savais pas que tu étais linguiste, mais je comprends maintenant, parce que je me suis dit, elle a dû consulter des linguistes, c'est fantastique. Je voulais dire aussi qu'il y a d'autres dessins que vous allez peut-être découvrir, là où, j'espère que vous acheterez la bande dessinée et que vous allez les voir, qui moi m'ont fait penser à des choses qui ne sont pas mineures. Je vais vous donner 3 exemples ou 4 et puis après je te laisse parler. D'abord, il y a des images où les guerriers tombent à l'eau comme des caïmans.
Et alors ça va chercher très loin dans toute l'histoire musulmane. C'est remarquable. Il y a, par exemple, la désolation de la bataille. Et j'ai pensé vraiment, puisqu'on peut penser à des choses qui ne sont pas nécessairement historiques quand même, et sauver le soldat Ryan, parce que il y a ça, c'est tout d'un coup un désordre épouvantable, on ne sait plus où sont les méchants, comme on dirait les enfants. Alors tout est horrible, et ça c'est évidemment la Goya. Goya. Ah oui, ben ça, avec les désastres de la guerre, ah oui, bien sûr. Et alors il y a une histoire de cheval, et après vous découvrirez vous-même, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce dessin. Il y a ce cheval, c'est quand même Guernica. Peut-être, oui. Ben voilà, non mais c'est normal que tu ne penses pas, parce que justement c'est bon, parce que tu n'as pas pensé, tu l'as dans ta tête, et alors il y a ce dessin qui est très bon, et derrière il y a beaucoup de choses que tu as mis consciemment ou pas, vraiment je ne le dis pas ici pour faire de la propagande, c'est que j'ai beaucoup aimé. Sinon je ne saurais pas, si j'avais pas... Ça. Non, c'est ça. Le dessin est super, voilà. Bon, bah merci, c'est des comparaisons très hautes. Ok, alors pour continuer avec la langue dans le récit, ce qui m'intéressait de la langue, ce n'était pas seulement toute cette histoire de traduction, de parler plusieurs langues et tout ça, mais aussi la langue et la communication pour faire face au conflit. Parce que son rôle à elle, c'était un peu ça. En fait, Hernán Cortés est arrivé au Mexique avec pas très peu de soldats, en fait. Et il a fait tomber un super empire parce que il a fait des alliances avec d'autres indigènes qui habitaient là-bas et qui, en fait, en avaient marre de l'empire qui avait tout conquis. Ah ben oui, c'est ça. Et donc, comment il a fait des alliances? Ben, il fallait parler avec eux. C'est vrai que c'était la Malinche, ça pourrait avoir été quelqu'un d'autre peut-être. Il y avait d'autres interprètes, et il y avait d'autres interprètes pour d'autres, soit découvreurs, soit conquistadors, on ne sait pas. Mais bon, de toute façon, moi, ce que je voulais montrer dans mon récit, ce qui ne veut pas dire forcément que la vraie Malinche était comme ça, mais pour moi, la communication et le langage pour faire face au conflit, c'est-à-dire la communication au lieu des armes, pour moi, c'est ce qui me parlait. Donc, c'est pour ça aussi, il y a une scène, je crois, voilà, où il y a des guerrières qui arrivent couper le chemin des Espagnols et leur font une embuscade, on dit, ok. Et alors, ils ne se comprennent pas parce que ils parlent une langue que leur interprète ne comprend pas en fait. Et alors tout le monde est très tendu, il y a des armes, tout le monde lève les armes, elle est tendue et elle décide d'agir. Donc voilà, elle va devant et dit on ne comprend pas vos paroles. Est-ce que vous parlez le nahuatl? Nous venons en paix. Et comme ça, les armes s'abaissent. Et c'est ça qui m'intéressait aussi du côté de la langue. Ok, voilà. Donc, pour finir avec la langue, il y a le troisième sujet qui est, j'avais peut-être une difficulté parce que là, on parle d'une interprète. Donc, il faut qu'il y ait des personnages qui parlent. Bon, dans cette BD, il y a 5 langues qui sont parlées, même plus. Donc, moi, bien sûr, je ne peux pas représenter les langues indigènes parce que malheureusement, je ne les connais pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai choisi de ne représenter par écrit que les langues que Malinche, elle comprend. Alors, les langues qu'elle ne comprend pas, je faisais des brouillons, comme ça. Alors, ça, c'est la première fois qu'elle ne comprend pas quelque chose. C'est un flashback de quand elle était petite. Et du coup, il y a le brouillon, et après,
Elle dit l'angoisse n'est pas comprendre ces mots, me terrifia plus que tout. Mais le fait que mon père, lui, les comprenait ne servit pas à grand-chose. Ils ont emporté ma soeur. Donc voilà, son père aussi, il parle cette langue étrange. Il essaie d'apaiser les guerriers qui sont arrivés. Mais en fait, il ne réussit pas. Et dans la prochaine planche, en haut, il y a son père qui commence à lui enseigner le nahuatl. Et alors, les nahuatl, c'est des brouillons. Et les brouillons, c'est marqué plus en bas. Et puis, mon père, il me donnait des paroles nouvelles et je devais les garder. Donc, elle débrouille le brouillon. Et c'est comme ça, elle garde les mots, c'est comme ça qu'elle commence à apprendre une langue nouvelle. Et à partir de là, ça sera beaucoup plus facile pour elle, je crois. Donc, j'avais fait ça pour les nahuatl, les brouillons comme ça. Et après, lorsqu'elle arrive au Yucatan, qui était appelé le Maya avant, elle entend parler le Maya pour la première fois. Vous pouvez voir que le brouillon n'est pas pareil, la forme est légèrement différente. C'est pour montrer voilà, que c'est une langue différente. Là, les nahuatl, elle devrait déjà le comprendre parce qu'elle l'a appris, mais cette langue-ci, elle ne comprend pas. C'est pas les nahuatl, c'est une langue différente. Donc voilà, elle dit bon, je ne vous comprends pas, elle se fait engueuler tout le temps parce que personne ne la comprend. Et suivante planche. Ouais, bon, voilà. Elle se moque d'elle, les autres esclaves. Elle fait gna 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 gna, merci, c'est gentil. Ok, bon voilà. Et maintenant, voyez ce qui se passe. Et elle se fait engueuler en maya. Tu peux passer. Merci. Et voilà, à un moment donné, elle va demander à quelqu'un qu'elle a connu de lui apprendre la langue maya, ce qui va être un moment important dans le récit. Parce que ça sera grâce à la connaissance de la langue nahuatl et de la langue maya qu'elle va pouvoir arrêter d'être une esclave chez les Espagnols. Ok. Ah oui, et après, je pense qu'il y a des planches de traduction. Je vais me retourner, désolée de vous donner le... Non, parce que sinon mon coup... Non, mais tu mets comme tu dois te mettre. Ok, alors, la suivante. Bon, la suivante. Ok, alors là, il fallait qu'il y ait un personnage qui parle langue Totonaca, un autre personnage qui traduit à langue nahuatl, il y a Malinali qui traduit à la langue maya, et il y a Jerónimo de Aguilar qui traduit du maya à l'espagnol. Alors c'est une traduction très complexe. Donc j'avais surtout choisi de faire ça, de cacher des bulles avec d'autres bulles qui traduisent. Donc il y a des bulles qu'on ne comprend pas, puis il y a des bulles qu'on comprend, mais sinon à la fin on comprend tout, ou j'espère. Voilà, donc j'ai fait ça à plusieurs reprises. Et pour montrer l'espagnol, j'ai décidé de faire des pics comme ça, parce que je trouve que l'espagnol c'est un peu, avec le jota et tout, peut-être un peu plus agressif. Donc voilà. Ok. Et je crois que c'est bon pour la langue et pour l'heure. Ah ben bon. Ok, alors, maintenant on va parler du développement de la BD niveau documentation, dessin, développement des personnages et tout. Si vous voulez qu'on continue à parler du personnage historique et de tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, on pourra le faire après. Il y aura des questions, je crois, si vous voulez poser des questions. Donc maintenant, on va parler de la BD. Alors, d'abord, bon, j'avais eu une première idée qui était de faire 200 planches, ce qui ne marchait pas du tout. Mon éditeur m'a dit non, c'est trop, c'est pas possible. Et j'ai un peu réfléchi, j'ai dit c'est vrai. Et là je comprends parce que j'ai dépensé presque 2 ans à faire cette BD.
Et ça a été long, ça a été dur, ça a été super aussi. Mais c'est vrai que maintenant j'ai envie de faire quelque chose de plus léger. Mais bon, sinon. Alors je voulais. Ça je vais passer. Oui, je crois. Oui, alors. Je voulais faire ça parce que je voulais aussi parler de tout ce qu'elle a fait la Malinche avec les Espagnols, ok? De tout. Lorsqu'ils sont arrivés à la capitale de l'Empire mexicain, lorsqu'elle a parlé avec Moctezuma et tout. Je voulais parler de tout ça. Mais après, j'ai découvert qu'en fait, ce que je voulais, c'était surtout de parler de son mythe fondateur, si on dit comme ça en français. De parler j'ai arrêté le récit avant que les gros faits de la conquête arrivent, en fait. Parce que je voulais expliquer pourquoi elle est arrivée à devenir la Malinche. Pourquoi cette femme, avec sa vie, avec les événements de sa vie, pourquoi elle était devenue la Malinche à la fin. Donc, après tout ce qui s'est passé lorsqu'elle était déjà la Malinche, c'est l'histoire qu'il le raconte, si vous voulez. Ce qui m'intéressait, c'était surtout ça. Et alors, là, on va parler un peu des recherches documentaires. Bon, ça, c'est des codex aztèques. Notamment, je crois que le lienzo de Tlaxcala, Carmen. Le lienzo de Tlaxcala, c'est un métis, c'est pas un espagnol. Il s'appelle Muñoz Camargo parce que son père est espagnol. Et lui, il est plutôt du côté des Espagnols, c'est un propriétaire foncier. Oui. Mais c'est un métis. Et sa mère est une princesse tlaxcaltèque. Oui. Et lui, alors le lienzo de Tlaxcala, c'est la bande dessinée de l'époque. Voilà. Mais carrément, malheureusement, je ne l'ai pas mis, mais parce que c'est trop grand, c'est une super planche BD énorme avec 200 cases toutes petites. Et chaque case raconte. En fait, c'est la conquête racontée avec une intention, bien sûr. Parce que ça, c'était fait par... Bon, alors, la conquête a eu lieu en 1521, a fini. Et ça, c'était fait en 1552 environ. Ok, alors, beaucoup plus tard, hein, quand même. C'est 30 ans plus tard. Donc, l'intention de ça, c'était de communiquer la collaboration des Tlaxcaltèques, de Tlaxcala, avec les Espagnols pour bien les traiter après. Pour que les Espagnols les traitaient bien. Parce que c'était eux qui s'étaient alliés avec Cortés, qui lui avaient donné une armée de 2000 guerriers et tout. Et c'était assez grâce à eux qu'il avait réussi. Donc, ils avaient fait ce lienzo avec cette intention. Donc, l'intention n'est jamais de parler de Malinali. Il y a toujours une intention dans tout ce qu'on fait. Donc, là, c'était vraiment ça. Et on peut non, mais l'intérieur, désolé, merci. Et on peut la voir, et ce qui avait attiré mon attention, on va après voir encore, c'est qu'elle est toujours debout alors que lui est toujours assis. Ce qui n'est pas bête, hein. C'est important ça. Mais il y a toujours elle qui parle, qui fait la médiatrice, et voilà, bon, ça se voit. Ok, merci. Je pense que ça c'est le Codice Florentino, je ne sais pas si... Je ne suis pas sûre de celui-là. Je crois que c'est encore des choses de Camargo. C'est marqué parce que le Codex Florentino, il est en couleur. Tout. Ah ouais? Ouais. Ah, bah bon, désolé. Ouais, pour que ce soit des petites vignettes. J'avais marqué Codice Florentino et Codice Duran. Parce que c'est le Duran plus tard. Bon. Oui. Alors il faut pas trop nous faire confiance, mais je pense que c'est... Non, mais c'est normal. C'est quand même très complexe. Si tu te mets dans les codex, bon. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu es dans le fil des codex avec la bande dessinée. Oui. Et alors, ici, si c'est le Codice Duran, en fait, le Codice Duran, c'était supervisé par le moine Diego Duran, mais c'était fait par des indigènes ou des métis, comme vous avez dit aussi. Et dans la deuxième moitié du siècle, du XVIe siècle, donc aussi
beaucoup plus tard. Et l'intention, c'était d'exprimer les raisons du triomphe et de la tombée de l'Empire mexicain. Bon, dans tous les cas, ce qui m'intéresse ici, c'est surtout que vous voyez le symbole de la parole qui sort de la bouche de Marina Libo, de la Malinche. Et ça, je trouve très très intéressant. Je pense que sûrement, il n'y a pas beaucoup de femmes qui apparaissent dans les codes avec le symbole de la parole, ce qui est... Et je t'interromps parce que dans les vieilles BD, il y avait toujours une bulle. Celle que j'ai eue, moi, quand j'étais enfant. Et c'était ça. Moi, je ne savais pas que c'était ça. Il y a une bulle qui sort et qui dit caramba ou n'importe quoi pour un mot. Oui. Ok, et après, on a les... bon, encore à gauche, c'est le... oui, encore à gauche, c'est le livre de Tlaxcala, dont on avait parlé avant. Et là, si, c'est le Codice Florentino. Et ce qui m'attire, c'est qu'elle elle est blonde, hein? Elle est blonde. C'est pas possible, hein? C'était Hollywood n'était pas les premiers à faire ça. Hein? Oui, parce qu'elle était très belle, alors on ah bah oui, ah oui. Il n'y a pas que Jésus-Christ qui était blanc avec les cheveux. Bon. Ok, alors l'intention du Codice Florentino, qui était aussi supervisé par un moine, par Bernardino de Sahagún. L'intention c'était de faire connaître les habitudes et la culture indigène pour rendre plus facile l'évangélisation. Alors, voilà. Donc, encore, elle est debout et lui, il est assis. Hein. Ouais. Ok, et je pense qu'on en a d'autres dimanches. Oui, c'est le lienzo de Tlaxcala tout le temps. Voilà. Et en fait, pour la transcription de la langue nahuatl, je ne sais pas si... je pense qu'ils n'avaient pas un alphabet. Enfin, ça a été transcrit très bien déjà. Okay. C'est ça qui est remarquable, parce que d'abord, les Mexicains, ils ont appris très vite, pas les gens de la rue, ni les Macéois, les personnes, les seigneurs, ils ont appris à écrire en alphabétique. Hein. Oui, mais l'alphabet latin. Oui, c'est ça. Parce qu'eux, ils n'avaient pas un alphabet, je crois. Eux, ils n'avaient pas d'alphabet du tout, parce que c'était des dessins. Mais ils ont compris le système très vite. Oui. Alors après, ils ont écrit en... Et alors, le Codice de Tlaxcala, celui d'avant à gauche, le Codice de Tlaxcala a des mots nahuatl transcrits avec notre alphabet, avec une calligraphie assez gothique. C'est un mélange un peu curieux. Ok. Et donc, je pense que c'est tout pour les codex, peut-être. Ah, et bon, là, c'est on dit murailles. Et les peintures murales. Ah, les peintures murales. Voilà. C'est des peintures connues. Je pensais que j'avais mis le nom en bas, mais peut-être. Non, parce que tu as raison de mettre ces peintures, parce que c'est une... Apprendre à faire ces peintures, on se mettrait tous ici, c'est pas rien, parce qu'il y a la perspective et tout. Et ça, ils ont adoré, parce que c'était des peintres avant, et c'est magnifique quand on voit les couvents du Mexique colonial. Oui, je pense que celle de gauche est dans le... C'est que j'avais noté l'auteur et tout, je pensais que c'était là, je suis désolée parce que je ne peux pas vous le donner. Je pensais que c'était de Diego Rivera, mais non, c'était de quelqu'un d'autre, mais je ne l'ai pas noté. Bon, mais Diego Rivera, c'est déjà... Oui. Mais bon, ça, c'est déjà 20e siècle, hein, on le voit. Celui de gauche, bah, bien sûr, on voit la Malinche, peut-être un peu... moi, je ne sais pas dans quelle attitude, en fait, mais bon, elle est un peu entourée de son milieu. Et après, à droite, c'est muraille, c'est peinture murale, ça s'appelle la Cortés y la Malinche, je crois. Et voilà. Et en fait, lui, j'avais trouvé ça très intéressant parce que dans la peinture,
d'une main, il lui prend la main comme, un peu comme pour la soigner, mais de l'autre main, il la contrôle, comme ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, ok. C'est tout pour les images, je crois. Alors, bien sûr, pour me documenter, pour faire mon personnage, pour dessiner ma Malinche à moi, bien sûr, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de peinture réaliste, et je ne voulais pas la faire blonde, alors... j'ai regardé un peu les codex, mais bon, quand même, j'avais liberté totale. Hein. Normalement, il disait qu'elle était belle. Mais bon, déjà, elle avait 18 ans, donc c'est difficile d'être moche à 18 ans. Et en plus, je ne sais pas si c'était des hommes qui le disaient, donc je ne sais pas. On ne sait pas, mais bon. Et sinon, après, pour continuer à me documenter, bien sûr, je suis allée aussi aux chroniques des Espagnols. Et du coup, il y a la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, que normalement avait été présent dans l'expédition de Cortés et qui avait normalement connu personnellement la Malinche. Et de la façon où il raconte les choses, en fait, au moins il veut faire passer que c'est elle-même qui lui a raconté des événements de sa vie passée. Donc c'est intéressant. Mais de toute façon, cette chronica ici, c'est même de plus tard que les codex qu'on a vus. Hein. C'est de 1500 soi-disant, oui, environ, parce que c'est difficile à dater parfois. Mais oui, et après il y a la chronica. Et en plus, ils se battaient, les chroniqueurs. Ils disaient, ce n'est pas comme Bernal Díaz del Castillo a dit dans sa chronica, mais c'est comme je dis moi. Et il arrivait López de Gómara, il disait une autre chose un peu différente. Bon. Oui, mais Bernal Díaz del Castillo, il était là. Oui, oui, c'est ça. Oui. Et en fait, j'avais lu aussi quelque part, je ne sais pas si je dis bien, mais je pense qu'il y en a qui disent que Bernal Díaz del Castillo était le même Hernán Cortés. Oui. Je sais. Oui. Un historien français. Oui, oui. C'est possible. C'est possible. Il y a beaucoup d'obscurité dans tout ça, donc tout est possible, ce qui est mal et bien en même temps. Donc, ok, alors on a la Crónica de la España de Cervantes de Salazar, la historia de la conquista de México de Francisco López de Gómara, voilà. Et après, il y a aussi les... Ok. À gauche de tout, c'est le Cartas de la Conquista de México, écrite ça oui par Hernán Cortés. C'était des lettres qu'il envoyait au roi Carlos pour lui informer de tout ce qu'il avait réussi en fait. Et c'est drôle parce que c'est bon comme livre, vous le voyez, c'est un livre qui est comme ça, tout est des lettres. Et il raconte beaucoup de choses, mais il ne parle de la Malinche que, si je ne me trompe pas, 2 fois. C'est ça? Un peu plus, parce qu'il y a quand même 4 volumes. Hein. Ah oui, okay. Oui, parce que c'est... Tu as raison dans ce sens que ça ne paraît pas tous en même temps. Alors les derniers, on ne sait pas, parce que j'ai failli les apporter, tiens. Bon, c'est pas grave. Ouais, de toute façon, les cartas, je ne les ai pas lues complètement, j'ai un peu regardé, mais c'est vrai que pour me renseigner sur la Malinche, ce qui m'intéressait, c'était pas très utile. Non, donc voilà. Sinon, j'ai aussi regardé ce livre, c'est un livre qui m'a acheté mon père parce qu'il y a les armures des Espagnols, on en a complété tout et j'en avais besoin pour les dessiner. Donc voilà. Et après, il y a des magazines et des revues et des livres documentaires sur les Mayas, sur les ruines aztèques et mayas, sur la culture aztèque. Et voilà. Et donc, le suivant, peut-être. Oui. Ok, alors on va passer à la création du scénario parce que j'avais fait une phase de documentation assez quand même un peu chargée parce qu'il fallait beaucoup lire bien sûr pour ne pas faire gaffe, je sais pas comment on dit, pour ne pas faire des erreurs. Et après je me suis mise à écrire, je me suis un peu libérée de la documentation et j'ai commencé à écrire. Alors déjà, j'ai fait une chronologie, on ne le voit pas bien, mais là à gauche, voilà, merci.
c'est une chronologie à gauche de Malentine, donc de sa vie, de tout ce qu'on sait ou pense de sa vie, et à droite, cette chronologie de la conquête. Alors j'avais mis un peu à côté, parallèlement, les dates, les événements et tout. Et donc je m'étais fait ça pour être un peu située. Parce que c'est complexe. Et comme ça, je pouvais aussi situer les points les plus importants de mon récit, de l'histoire spirituelle de Mama Linti à moi. Et là à droite, j'avais fait un petit schéma des personnages, voilà, des personnages et de leur rôle dans l'histoire. Oui, parce qu'il y avait beaucoup, mais il fallait leur donner un peu un rôle. Voilà. Et la description et tout ça. Ça, c'était des notes que j'avais prises pour moi. Et alors, si on continue, on voit oui, à gauche, c'est en fait un peu le scénario, parce que j'ai écrit des scénarios avec... bon, j'ai lu des manuels de scénario, et pour bien rythmer une histoire, il faut mettre des points plus forts. Et donc, je m'étais beaucoup de fois demandé où est-ce que je les mets, comment j'ai fait. J'ai calé ça avec les faits de la conquête, avec tout ce qui s'est passé en vrai, parce que c'était basé sur une histoire vraie. Mais finalement, j'ai réussi, heureusement. Donc, j'ai mis. Voilà, vous allez le voir. Ça, c'est juste une curiosité pour voir que je l'avais fait dans mon cahier. Ok. Ok. Alors, je vais commencer, pour parler de scénario, je vais commencer par dire que je ne voulais pas faire une biographie, parce que je trouve que parfois ça fait un peu ennuyant, les biographies. Je voulais faire quelque chose d'épique, quelque chose d'intimiste, et je ne voulais pas faire une BD historique, je ne voulais pas faire une BD sur la conquête du Mexique. Je ne voulais pas faire une BD qui rentre dans les genres de BD historiques que j'aime bien, mais ce n'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire quelque chose d'émotionnel, quelque chose d'intimiste et quelque chose de structuré et d'épique, surtout d'épique, parce que je trouve que c'est très épique tout ça. Donc voilà. Et après aussi, j'avais un peu le challenge, comment on dit ça en français? Le défi de parler de la Malinche sans trop parler de la conquête. Parce que je vous ai dit avant, c'était pas ce qui m'intéressait, la conquête, et en plus c'est un sujet hyper compliqué dans l'histoire d'Espagne, dans l'histoire du Mexique et dans l'histoire de tout le monde. Je ne voulais pas vraiment parler de ça, je voulais surtout parler d'elle, tel que je vous ai dit avant. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter mon récit avant les gros faits et tout ça. Mais alors, oui, je voulais son mythe fondateur à elle, voilà. Donc voici quelques planches. Là, elle était jeune dans son village, elle était destinée à devenir quelqu'un qui allait parler pour son peuple, elle allait droit assister aux réunions des caciques et tout. Bon, voilà. Ça, vous allez les découvrir. Mais, là, le moment important, lorsque j'avais conçu cette BD, depuis le début, j'avais dans ma tête l'image dans la plage, le premier rencontre entre les Espagnols qui arrivent et les caciques qui viennent. Bon, surtout la première fois qu'elles voient les Espagnols. Ça m'intéressait beaucoup parce que je ne veux pas imaginer, c'est un peu un autre monde. Ils portaient aussi des armures, les chevaux, il n'y avait pas de chevaux là-bas. Et alors, c'était un animal un peu inconnu. Bon, ça ressemblait un peu à un venado, je ne sais pas comment dire. Oui, il ressemblait. Et les chevaux ont fait beaucoup d'effets, ouais, parce que ça fait peur. Bah oui, et en plus avec l'armure, oui. et parfois dans les dessins des indigènes, parce que Moctezuma, les chefs maximum de l'empire mexicain qui était dans la capitale, la Tenochtitlan, Moctezuma faisait venir des dessinateurs qui allaient voir les Espagnols, dessiner les Espagnols, et après ils couraient, parce que vraiment ils couraient, ils avaient un système de messagers qui faisait des tours, et comme ça il arrivait méga rapide à la capitale pour montrer les dessins à l'empereur. Et parfois on dit que comment on dit,
jinete, Cavalier. le cavalier, était montré comme si le cheval et le cavalier c'était la même chose, et en plus avec l'armure. Donc pour moi, cette première rencontre, devait être très impactant. C'est pour ça que j'avais fait ce cortège là, un contre-plongée qui fait un peu peur, et voilà. L'ombre le colle un peu au cheval aussi. Donc voilà. Bon, ce moment-là c'est très important parce que c'est le moment où elle fait le pacte avec Hernán Cortés. On ne sait pas comment s'est passé le pacte, et surtout on ne sait pas si elle a eu le choix. Hein. Peut-être elle a été juste obligée de traduire, hein, on ne sait pas. Mais dans mon histoire, ils font un pacte. Ils demandent quelque chose en échange, je vous laisse découvrir. Donc ça devrait être un moment épique. Voilà. Oui, certainement elle n'avait pas le choix, mais elle aurait pu faire comme un interprète du Pérou. Oui. Qui a tergiversé complètement, oui. Qui a fait un truc... on ne sait pas en fait. La conséquence a été l'exécution d'Atahualpa. Il a raconté des bobards. Alors là, on ne croit pas parce que son coup a réussi. Donc oui, je pense qu'elle a bien interprété. Oui. Ok. Oui, voilà. Donc ça, vous l'avez déjà vu. Cet épisode où Hernán Cortés fait détruire ses propres bateaux, c'est assez connu, au moins en Espagne, je ne sais pas si... Donc bon, c'est un moment aussi important dans la psyché du personnage parce que là, bon, vous allez découvrir, mais je l'ai fait un peu calé avec un moment important pour elle. Voilà. Ok. Et alors là, bah, on a parlé de comment j'ai fait pour écrire le scénario, et maintenant on va parler de... Je sais pas. Oui. Ah oui, ça c'était aussi pour le scénario. Bon, c'est une petite curiosité. Vous voyez qu'il y a les personnages, et chaque personnage a une ligne qui va vers le haut ou vers le bas au fur et à mesure que l'histoire avance. Donc bah, parfois il y a des personnages qui sont en haut, ce qui veut dire qu'ils sont très bien, et parfois il y a des personnages qui sont mal, ou qui sont bien avec l'héroïne ou mal avec l'héroïne. Vous allez voir, mais juste je me suis fait ce schéma parce que Victor me l'a proposé et j'ai trouvé que c'était utile, donc c'est curieux. Et alors, je vous avais expliqué avant que j'avais arrêté mon récit avant les gros faits de la conquête et avant la rencontre de la Malinche avec Moctezuma. Alors, là, je vais m'arrêter un peu pour expliquer que le mot Nahuatl pour dire empereur, c'est Tlatoani. Et Tlatoani, ça veut dire celui qui parle. C'est pour ça que j'ai appelé ma BD Celle qui parle. Parce qu'en fait, personne n'avait le droit de lui parler à l'empereur, et je pense que même personne n'avait pas le droit de le regarder dans les yeux. Regardez, il devait parler à quelqu'un qu'il transmettait. Mais la parole, c'est ce que tu as fait, ça c'est très important, parce que tu lui as donné le statut fondamental. Oui. Oui. Et je pense que aussi les femmes n'avaient pas beaucoup le droit de parler en public. J'avais lu ça quelque part. Non, mais en général, si on n'est pas un grand, on ne parle pas. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Et alors pour moi, c'était important, bah voilà. Ici, je voulais quand même montrer cette rencontre entre la Malinche et Moctezuma parce que pour moi, c'était très impactant, je ne voulais pas le lâcher ça, donc quand même je l'ai mis un peu en épilogue, et il y a Moctezuma qui demande qui est-elle, et voilà, elle dit je suis Malantine, celle qui parle. Donc voilà. Et j'ai eu la chance de contacter quelqu'un de l'université autonome du Mexique
et je lui avais demandé comment dire cette phrase ici, je suis celle qui parle, à Nahuatl. Et il me l'a dit et je l'ai mis dans un interchapitre. C'était super. Il est dans les remerciements parce que autrement je n'aurais jamais arrivé. Ok. Et après, on va parler des inspirations graphiques. Je vais voir l'heure. Ok. Je me suis un peu étendue, je suis désolée, j'espère que vous ne vous endormez pas. Ok. Alors, bon, très rapidement, il y a cette BD qui s'appelle Les Indes fourbes, bien sûr. L'époque est un peu la même, sauf que c'est plutôt au Pérou. Mais quand même, les soldats et tout ça, c'est un peu la même chose. C'est hyper bien dessiné, je vous le recommande. Sinon, Fulan Devi, c'est situé en Inde, dans les années 80. Mais quand même, je me suis beaucoup inspirée du graphisme de cette autrice que j'ai adoré. J'ai adoré cette BD. Je pense que l'esprit de cette BD est assez similaire, ou au moins, ce que je voulais faire, c'était similaire à cette BD, donc je vous la recommande. Et après, il y a Le Serpent et la Lance de Hugues chez Delcourt, qui est c'est une histoire d'Aztèques en fait. Donc tous les personnages, les caciques, l'esthétique des plumes et tout ça, c'est très très bien réussi. Les pyramides, les villes, les cités, parce que moi, j'avais pas beaucoup de documentation de à quoi ça ressemblait une ville aztèque lorsque ce n'était pas encore une ruine. Donc c'était très utile pour moi. Oui. Et après, il y a des deux séries dont je vous ai parlé tout à l'heure, Malenzin et Hernan. J'avais fait des croquis des vêtements, j'avais fait des croquis des vêtements, des caciques, des Moctezuma, des personnes de Chicotencatl, des personnages que j'ai fait sortir de ma BD aussi. Et après, je me suis inspirée de ça pour faire ça, c'est-à-dire mon propre caractère design des caciques et des Mexicas. Sinon, cette esthétique est super pour dessiner. J'adore les plumes, les couleurs, tout ça. C'était très. J'ai beaucoup profité. C'était très très bien. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de mon voyage au Costa Rica, donc j'ai pris des photos. Et après, j'ai copié des photos directes. Voilà. Et la suivante aussi. Bon, je me suis inspirée des couleurs, des nuages sur la plage, de l'orage sur la plage, des photos que j'avais prises au Costa Rica pour faire cette scène dont je vous ai parlé tout à l'heure aussi. Et parfois j'ai du mal à faire certaines... parfois j'ai du mal à faire certaines acting, on va dire. Et donc, vous voyez bien ce que j'ai fait. Hein. Mais on le fait tous les auteurs, c'est pas comme moi. C'est pas un secret. Donc, on fait de la triche, ben, c'est comme ça. Hein. Ok. Alors, juste rapidement, le développement graphique des personnages, ben, je vous montre. Je ne voulais pas faire une Pocahontas, je ne voulais pas faire une princesse Disney avec le petit nez. Donc, j'ai un peu cherché les pommettes et le nez puissant. Je ne sais pas si j'ai réussi. Il y en a qui m'ont dit que ça fait trop Pocahontas, mais bon, de toute façon, j'aime bien. Et sinon, il y a la grand-mère et la mère. Bon, voilà, Hernán Cortés, Zazie, son ami Maya. Et il y a Hernán Cortés, et avec ses deux côtés, un peu le côté méchant et le côté un peu élégant aussi. Et puis il y a Maria Lestrada qui est un personnage vrai dont j'aimerais beaucoup vous parler, mais on n'a pas le temps, mais sinon dans la BD c'est un peu expliqué. Je pense qu'on n'a pas beaucoup le temps de... Ça dure quoi ça? Ok. Bon, et après il y a Jerónimo d'Aguilar qui était l'interprète de Maya, et c'est aussi basé sur un personnage vrai qui avait vécu avec les Mayas lorsque son bateau était échoué près de la côte et qui avait appris l'art de Maya qui avait été repris par Hernán Cortés pour l'utiliser comme interprète, voilà.
C'est aussi expliqué dans la BD, c'est pour ça que je cours. Et bon, ça c'est Puerto Carrero qui est le capitaine auquel Cortés offre Malibali parce qu'il offre une femme indigène, des 20 femmes indigènes qu'il reçoit comme cadeau. Il en offre une à chacun de ses capitaines. Alors la Malibali c'est pour lui. Bon, dans mon récit il n'est pas très sympa, vous pouvez le voir. Ouais. Donc, je pense qu'on peut continuer. Bon, ça, on passe très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais bon, j'ai écrit un scénario, je l'ai imprimé, j'ai fait beaucoup de corrections dessus pour le voir. Il y a des choses que j'ai enlevées, des choses que j'ai changées. Bon, c'est pas nouveau, ça, c'est normal, on le fait tous, voilà. Je l'avais écrit en espagnol. Après, je l'avais passé au français, ça c'est français. Sur Word, c'est déjà propre, on peut dire, pour montrer à l'éditeur, pour me faire comprendre. Il y a les planches avec les cases et avec les dialogues. Donc c'est déjà découpé, hein, comme on dit, c'est découpé. Et après, je me suis fait tous les storyboards, comme ça, tout petit, dans un cahier. Voilà, tu peux passer parce qu'il y en a beaucoup en fait. Alors je les faisais comme ça, tout petit, et après... Voilà. Et après, je le faisais plus grand en Photoshop. Bon, j'ai choisi celui-ci parce que dans la version petite, il y en a 3 différents. Il y avait 3 différents. Pour faire la version grande, en fait, c'était la première planche que j'ai dessinée de toute la BD, donc je n'étais pas du tout sûre de moi. C'est pour ça. J'avais fait 3 versions. Après, dans les 3, j'avais choisi celle de gauche. Et après... je l'avais encore changé. Et après, ça c'est le crayonné et la couleur. Finalement, elle est restée comme ça, la planche. Donc voilà. Et pour finir, il y a quelques séquences de storyboard tout petit, storyboard, disons, crayonné grand et planche finie. C'est plusieurs exemples, donc je peux passer. Je vous propose pendant que je fais défiler les storyboards de préparer vos questions. D'ailleurs, est-ce que vous en avez? Il y a des questions dans la salle? Non? Oui? Oui, osez. Osez. Alicia est là aujourd'hui juste pour vous, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur la Malinche, sur comment on fait une BD aussi, parce que elle nous permet de découvrir le personnage, mais aussi, elle est aussi là pour vous apprendre à faire des bandes dessinées. Peut-être que vous avez des scénarios dans vos cartons et que vous voulez nous les proposer. Il y a une éditrice qui est dans un coin, donc n'hésitez pas. Voilà. Moi, je vais demander uniquement en espagnol ou en français? Fait dans les 2 langues? J'ai pas compris. La BD est faite dans les 2 langues? La BD, c'est faite en français, mais après, il y a une maison d'édition française qui a acheté les droits, donc elle va être publiée en Espagne en mai, ce qui est super. Et j'ai aussi lancé au Mexique. On va voir, j'espère bien. On va voir. Oui. Et concernant le titre en espagnol, du coup... Bonne question. Ouais, pourquoi ce titre-là? C'est une très bonne question, parce qu'on a changé le titre, je ne sais pas si vous le saviez. Ou... Oui, je l'avais vu. Oui. D'accord. Ouais. Alors, en espagnol, on l'appelait Soy la Malinche, je suis la Malinche. Et en fait, depuis le début, moi j'avais conçu cette BD comme quelque chose qui parlait nettement de la Malinche, donc je voulais mettre ça dans le titre. Mais après, j'ai discuté avec mon éditeur français et on était d'accord qu'ici, elle n'est pas connue. Donc, ça valait pas trop le coup peut-être de le mettre dans le titre parce que les gens n'allaient pas forcément la connaître. Donc, on avait décidé de choisir un autre nom et on a choisi celle qui parle, que j'aime bien finalement. Et après, en espagnol, on a mis Soy la Malinche parce qu'il y a des Espagnols qui connaissent le personnage, donc c'est pour ça. Mais quand même, j'ai eu des amis ou des collègues qui m'ont demandé pourquoi on n'avait pas gardé le titre français parce que c'est plus beau. Et c'est vrai que c'est plus beau, mais de toute façon, je veux bien que le nom du personnage soit dans le titre. J'ai une petite question sur le prénom, parce que Tlatoani, celle qui parle, oui. Et Malintzin, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en
ne sait pas exactement quel était le vrai prénom d'elle avant. Il y en a qui disent que c'était Malinali ou Malinali du Népal. Oui, ça dépend des chroniqueurs. Mais j'ai lu Camilla Townsend, une super historienne, qui avait dit que ce n'était pas très probable qu'elle s'appelait Malinali en fait, parce que Malinali ça voulait dire mauvais air ou quelque chose comme ça. Donc, alors on ne sait pas, mais la version la plus étendue c'est Malinali dont j'ai gardé. Et Sin, c'est dame, signora. C'est respect. Oui, Sin, c'est de respect. Donc c'est les indigènes qui avaient rajouté le zin après. Et pour les Espagnols, Malintzin, ça sonnait un peu comme Malinche. Et donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé la Malinche. En fait, l'origine c'est un mot nahuatl, un suffixe nahuatl. Et sinon les Espagnols l'ont baptisé Marina, Doña Marina. Voilà. Et il y a d'autres questions? Vous avez d'autres questions? Oui, allez-y, allez-y. Savoir si toutes les planches, vous les faisiez à la tablette graphique ou à la main? Alors, les petits storyboards que vous avez vus là, ils sont crayonnés sur mon cahier, mais à partir de là, tout est à la tablette, tout est numérique. J'ai tout fait numérique. J'ai une tablette Wacom sur laquelle je peux dessiner directement. Et c'est le plus rapide. C'est surtout pour ça, parce que j'aimerais bien pouvoir faire de la BD artisanale, mais c'est pas très pratique. Non, puis la technologie qui aide. Oui, oui. D'ailleurs, au niveau technique, sur cette planche, j'ai l'impression que la première case, qui est immense, regarde, est tirée de la triche. Non, ce n'est pas de la triche, c'est exploiter la technologie à ton avantage. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, comment ça s'est passé ça? Ouais. J'avais mis trop longtemps à ancrer ça après. Ah oui. C'est ancré, hein, ça a pris. Bon, je dis pas ça pour. Ok. Après, moi, c'est pas une question, c'est plutôt un bravo. Parce que c'est vrai que les langues indigènes sont pas forcément écrites. Ils n'avaient pas forcément un alphabet comme nous, on le connaît. Et c'est vraiment très bien rendu. Et effectivement, les gribouillis qu'on voit par-ci par-là rendent bien compte de ces langues qui étaient très symboliques, chargées d'images, plus que de mots. Et le rendre à travers une BD et effectivement utiliser. C'est très important les bulles dans une BD. Oui, bah oui. Et du coup, d'utiliser ça, je trouve que c'est très très bien trouvé, l'image où elle démêle effectivement la langue et qu'elle commence à comprendre, je trouvais ça très très intéressant. Merci. Et effectivement, on voit derrière un travail linguistique, comme le disait Carmen, qui n'est pas seulement celui d'une graphiste qui fait une BD, qui raconte une histoire, mais vraiment de pousser ça vers une image d'interprète très intéressante. Donc, merci. C'est un peu de Merci. D'autres compliments? Non. Allez. Il y en avait qui m'avaient demandé si les symboles que j'avais choisis pour la langue maya, par exemple, si c'était basé sur un alphabet maya ou quelque chose comme ça. Mais j'avais dit non. Donc, si vous avez d'autres questions, les toutes dernières. Au fond de la salle. Soit peut-être. Ne soyez pas timide. Ah oui. Est-ce que vous pensez que évidemment ça, c'est ce que vous avez fait, c'est l'idée de l'interprète. J'en parle, je suis interprète moi-même, donc je le connais bien. Et donc, est-ce que vous pensez, bon, évidemment c'est lié à une époque. Oui. Mais si on imagine aujourd'hui, il y a des interprètes de guerre. Oui. Toujours, Oui. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça a tellement changé par rapport à cette époque-là, la situation de l'interprète en cas de... Waouh, c'est une bonne question. Voilà. Sûrement pas. Aujourd'hui, il y a la globalisation quand même, donc on se connaît un tout petit peu plus. Et aussi, presque toutes les langues ont un alphabet. Ça aussi, ça change un peu, mais c'est vrai que pour le reste, c'est très bien mené. Oui. Il y a d'autres interprètes dans la salle. Ok, c'est tout, je crois. C'est quasiment fini. Juste peut-être à la toute fin,
tu parlais des autres personnages historiques, enfin tu t'étais un peu arrêté sur eux. J'aimerais bien que tu parles un tout petit peu de Maria. Tu as dit que tu avais peut-être un peu... Maria. Amalia. Ouais, j'adore parce que quand Fabrice m'a demandé sa dédicace, il m'a demandé Maria. Et elle. Et c'est vrai que Maria est l'un de mes personnages préférés. Elle est basée sur un personnage vrai, dont on ne connaît pas exactement la biographie parce qu'il y a, c'est un peu aussi, ils se sont fait beaucoup d'histoires sur elle, mais normalement, bon, dans l'expédition de Cortés déjà, il y avait plusieurs femmes, ce qu'on ne sait pas. Il y avait plusieurs femmes, et même il y avait des femmes qui avaient pris l'épée s'il fallait. On connaît le nom et les prénoms de plusieurs femmes. Et donc une d'elles c'était Maria de Estrada. Et normalement j'ai un peu lu partout sur elle. J'ai lu. Je vais vous raconter ce que j'ai lu. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est vrai de tout ça parce que les historiens ne sont pas forcément d'accord. Mais j'avais lu qu'elle était juive, elle était née en Espagne et à ce moment-là, les reyes católicos, les rois, avaient expulsé tous les juifs et il y avait l'Inquisition qui poursuivait les juifs et voilà, pour les emprisonner. Donc normalement, l'Inquisition aurait emprisonné ou tué les parents de Maria et elle est restée orpheline et elle s'était élevée avec des gitanes et qui lui avaient éduqué dans la forge de l'épée. On dit forge? Oui. Dans la forge, Forja. oui, la forge. Ok, dans la forge de l'épée et aussi dans l'utilisation des armes pour se protéger des bandits, en fait. Je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais je trouve ça très inspirateur. Et après, elle aussi, Maria, elle aurait fini, parce qu'au départ, normalement, elle s'appellerait Myriam, pas Maria, parce que c'était un prénom juif. Elle l'aurait changé pour se cacher. Et elle aurait peut-être aussi changé son famille, bon, on ne sait pas. Et donc, finalement, elle sera trouvée par l'Inquisition, elle sera emprisonnée. J'avais lu aussi qu'il y avait ce juge inquisiteur qui était hyper méchant et qui l'a violée tout le temps et qui lui avait fait un enfant et elle avait avorté, je ne sais pas, des choses... je ne sais pas comment on pourrait faire ça, comment on pourrait savoir ça surtout, mais bon. Et qu'elle aurait fini par tuer son violeur. Elle avait été condamnée à mort, mais grâce à un édicte des Reyes católicos, des rois, elle avait sauvé sa vie en partant en Amérique. Il faisait ça, c'est vrai, il faisait ça avec les convicts. Et il les envoyait souvent en Amérique pour, je sais pas... Mais c'est probable que ce soit, oui, effectivement, une juive, parce qu'au Pérou, il y en a quelques-unes aussi. Carrément. Sinon, qui allait aux Amériques, là, c'était très dangereux. Hein, c'était très dangereux. Oui. Et donc, après, parce que ce n'est pas fini, avant la conquête du Cuba, normalement, elle aurait été... son bateau aurait échoué près de la côte de Cuba, lorsque ce n'était pas encore Cuba, c'était une île... indigène, et elle et d'autres naufrages, oui. seraient arrivés à l'île de Cuba. Tous les autres auraient été tués par les natifs, sauf elle parce qu'elle était femme, et donc elle avait été au service du cacique pendant 5 ans, jusqu'à ce que l'île a été conquise par les Espagnols. Et alors, elle est partie avec Hernán Cortés quelques ans plus tard dans l'expédition, et voilà. Donc, je ne sais pas ce que c'est vrai de tout ça, parce que je trouve ça un peu trop romantique, mais aussi inspirateur, et je ne raconte pas tout ça dans ma BD. Mais tout de même, j'ai fait de Maria un personnage drôle, souriant, les pompettes presque tout le temps, elle boit du vin, et elle va devenir amie de la Malinche, donc bon, je voulais un peu parler de ça. Un personnage qui pourra avoir sa propre bande dessinée. Ah bah oui, carrément. Qui sait, peut-être bientôt chez Grand Angle. D'ailleurs, je vous invite à regarder sur notre site et notre catalogue. Nous avons plein d'histoires de femmes fortes, qui ont existé ou non. Et pour cette dernière minute de la conférence, je vais vous laisser vous approcher de la table.
avec un masque ou non, et demander une petite signature à ceux qui ont leur album à Alicia. Ok, et sinon je vous remercie tous d'être ici et ça a été super. Et merci beaucoup Carmen d'être ici. Souvent j'ai besoin d'une historienne pour... Non, mais écoute, tout ce que tu as dit de comment tu as créé cette bande dessinée est passionnant. Ça. Moi, je n'ai aucune idée. Oui, bien sûr, ça c'est un travail énorme et d'une difficulté folle. Parce que tu dois brasser beaucoup de choses très différentes. Non, bravo. Merci. Franchement. Donc on remercie Alicia, on remercie Carmen. Muchas gracias. Oui, il y a des personnes qui vont venir, probablement, donc je m'assieds.